comme ça. Sourire un peu forcé. Bon. Théorie chromosomique de l'hérédité. Niveau faculté, alors il s'agit encore une fois d'un résumé. Ce n'est pas un cours exhaustif, mais ça donne déjà une très bonne idée du sujet. Au début des années 1900, les généticiens ont démontré que l'explication physique des lois mendéliennes de ségrégation et d'assortiment indépendant des caractères se trouvait dans le comportement des chromosomes. Parlons d'abord de la théorie chromosomique de l'hérédité. Premièrement, Thomas Hunt Morgan fut le premier chercheur à associer un gène spécifique à un chromosome spécifique. Comme Mendel, il avait choisi un organisme qui présentait des avantages essentiels pour la recherche en génétique. La drosophile, ou Drosophila melanogaster, se reproduit rapidement et ne possède que 4 paires de chromosomes. Deuxièmement, après avoir fait reproduire des drosophiles pendant 1 an, Morgan a obtenu un mâle aux yeux blancs résultant d'une mutation spontanée, ce qui l'a amené à découvrir le premier gène lié au sexe connu. Ce gène, pour la couleur des yeux, situé sur le chromosome X, a renforcé la théorie chromosomique de l'hérédité. Troisièmement, chaque chromosome porte une centaine ou des milliers de gènes. On dit que les gènes qui sont rapprochés sur le chromosome sont liés et leur assortiment n'est pas indépendant. Quelle est alors la base chromosomique, ou les bases chromosomiques plutôt, de la recombinaison? Premièrement, la méiose et la fécondation au hasard, la méiose et la fécondation au hasard entraînent la recombinaison génétique, c'est-à-dire la production de descendants dont les caractères hérités des 2 parents forment de nouvelles combinaisons. Deuxièmement, les individus qui possèdent le même phénotype que l'un ou l'autre de leurs parents sont appelés types parentaux. Chez les individus recombinants, cependant, les caractères forment des combinaisons qui n'existent chez aucun des parents. Ce phénomène est dû en grande partie à l'assortiment indépendant des allèles au cours de la première division méiotique. Une fréquence de recombinaison de 50% entre 2 gènes indique habituellement que ceux-ci sont situés sur des chromosomes différents et qu'ils ne sont donc pas liés. Troisièmement, alors vous avez remarqué, je ne vais pas trop vite, que vous ayez le temps de comprendre et éventuellement d'écrire en faisant des pauses. Troisièmement, toujours concernant la base chromosomique, les bases chromosomiques de la recombinaison. Alors troisièmement, donc la fréquence de recombinaison de moins de 50% indique que les gènes sont liés, mais qu'il y a eu des enjambements. Pendant ce processus, les chromosomes homologues, qui forment une synapse au cours de la prophase de la méiose 1, se brisent à des points équivalents
et échangent des fragments. Ce phénomène a pour effet de créer de nouvelles combinaisons d'allèles qui sont ensuite transmises aux gamètes. Alors, synapse, on dit également crossing over. Voyons maintenant quelques mots sur les cartes génétiques établies à partir de données relatives aux enjambements. Premièrement, des méthodes ont été inventées pour cartographier les gènes, c'est-à-dire repérer la région spécifique où ils se trouvent sur un chromosome. Deuxièmement, l'équipe de Morgan a été la première à cartographier les gènes en calculant les intervalles relatifs entre eux à partir des données sur les enjambements. Les gènes qui sont éloignés sur un chromosome ont plus de chances d'être séparés par un enjambement que les gènes qui sont rapprochés. On définit le centimorgan, petit c grand M, unité cartographique, comme l'équivalent d'une fréquence de recombinaison de 1%. Troisièmement, la cartographie cytologique consiste à repérer le locus physique d'un gène en associant un phénotype mutant à une anomalie chromosomique visible au microscope. Quatrièmement, la localisation des loci à partir des enjambements et la cartographie cytologique ne donnent pas tout à fait les mêmes résultats parce que la fréquence des enjambements varie d'une région du chromosome à l'autre. Voyons maintenant chromosomes sexuels et hérédité liés au sexe. Premièrement, le sexe est un caractère phénotypique héréditaire habituellement déterminé par la présence ou l'absence de chromosomes spécifiques. Le mécanisme exact de la détermination du sexe varie selon les espèces. Deuxièmement, l'humain et les autres mammifères possèdent un système de chromosomes X et Y. Le mâle XY transmet soit un chromosome X, soit un chromosome Y à un spermatozoïde donné, qui s'unit à un ovule, lequel ne peut contenir que des chromosomes X provenant de la femelle XX. Le sexe du nouvel individu est donc déterminé au moment de la conception selon que le spermatozoïde porte un chromosome X ou un chromosome Y. Troisièmement, des chercheurs ont récemment découvert que les bases héréditaires du sexe masculin se trouvaient sur un locus spécifique du chromosome Y. Alors quand je dis récemment découvert, en fait, ça fait déjà pas mal de temps. Quatrièmement, certains gènes, pour des caractères sans aucun rapport avec le sexe, sont situés sur les chromosomes sexuels. L'hémophilie fait partie des nombreux caractères récessifs liés au sexe dont le gène est porté par le chromosome X. Cinquièmement, chez la femelle de mammifère, il n'existe qu'un chromosome X actif par cellule diploïde. L'autre chromosome est condensé sous la forme d'un corpuscule de Barr situé sur la face interne de la membrane nucléaire. Au moment du développement embryonnaire, l'un des deux chromosomes X est inactivé dans chaque cellule. De petites régions du chromosome actif peuvent rester fonctionnelles. Parlons maintenant d'aberration
chromosomiques. Premièrement, des perturbations venant du milieu ou des erreurs au cours de la méiose peuvent modifier le nombre de chromosomes présents dans chaque cellule ou altérer la structure de certains chromosomes. De tels changements peuvent influencer sur le phénotype de manière significative, surtout dans les cas où ils touchent plusieurs gènes liés ou l'ensemble d'un chromosome. Deuxièmement, l'aneuploïdie est la présence d'un nombre anormal de chromosomes. Elle peut résulter de l'union d'un gamète parental normal et d'un gamète qui contient par exemple 2 copies ou une copie d'un chromosome donné à la suite d'une non-disjonction survenue pendant la méiose. Le zygote ainsi formé sera trisomique ou monosomique pour ce chromosome par exemple. Troisièmement, la polyploïdie est un état dans lequel il y a plus de 2 jeux complets de chromosomes. Donc plus que 2 jeux complets de chromosomes. Elle peut résulter, cette polyploïdie, d'une non-disjonction complète pendant la formation des gamètes. La polyploïdie est relativement commune chez les végétaux. Elle peut aussi survenir à de rares occasions chez les animaux. La non-disjonction mitotique peut donner des plaques de cellules polyploïdes chez un individu qui, par ailleurs, est diploïde. Quatrièmement, le bris d'un chromosome peut occasionner divers types de réorganisation. Les remaniements chromosomiques peuvent provoquer une délétion, c'est-à-dire la perte d'un fragment, ou alors une duplication, ou alors une translocation, ou bien encore une inversion si le fragment en cause se rattache à un chromosome. Cinquièmement, dans l'espèce humaine, les remaniements chromosomiques provoquent divers types de maladies chez les individus qui survivent à la gestation malgré les anomalies. Par exemple, une trisomie partielle ou totale du chromosome 21 cause la trisomie 21. Une maladie congénitale grave et relativement fréquente dont l'incidence croît avec l'âge de la mère. Parlons maintenant d'empreintes des parents sur les gènes. Premièrement, l'empreinte génomique explique en partie certaines maladies héréditaires encore mal comprises, dont le syndrome du chromosome X fragile. Deuxièmement, apparemment, dans les cellules germinales primordiales de chaque individu, les chromosomes reçoivent une marque soit mâle, soit femelle. Ce phénomène influe sur l'expression de certains gènes chez leurs enfants. Ces derniers effacent l'empreinte des gamètes et les codent à nouveau selon leur propre sexe. Troisièmement, lorsque le spermatozoïde et l'ovule ont tous deux subi une non-disjonction qui a modifié le nombre de leurs chromosomes, il peut en résulter, chez l'individu à naître, une disomie parentale, c'est-à-dire que les 2 copies d'un chromosome donné proviennent du même parent. L'absence d'empreinte de l'autre parent sur certains gènes peut produire des effets nuisibles sur le phénotype. Parlons maintenant d'hérédité extranucléaire. Premièrement, les mitochondries et les chloroplastes contiennent certains de leurs propres gènes. Contiennent
certains de leurs propres gènes. Ces gènes cytoplasmiques ne sont pas transmis selon le modèle mendéléen. Deuxièmement, chez les végétaux et chez les animaux, le cytoplasme du zygote provient presque entièrement de l'ovule. À cause de ce mode de transmission héréditaire, certaines caractéristiques du phénotype des descendants ne dépendent que des gènes cytoplasmiques de la mère. Le cours résumé est terminé. Merci.